Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Élu CSE, comment devenir un acteur clé de la prévention santé au travail. Les élus CSE sont souvent les premiers à entendre ce qui ne remonte pas encore officiellement, la fatigue, les tensions, l'isolement, les discriminations, risques psychosociaux, perte de sens. Mais une question revient souvent, comment transformer ces signaux faibles en actions de prévention concrètes sans se substituer au RH, à la médecine du travail ou au manager. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Civray. Comment vas-tu, Julien? Bonjour Guillaume, ça va bien, merci. J'ai le plaisir dans ce webinaire d'être reçu par Guillaume Claire, qui est donc le fondateur de Reverto. Donc c'est une solution qui permet de mettre en situation en réalité virtuelle pour faire la sensibilisation, de la formation et de la prévention sur le sujet du sexisme, du harcèlement, discrimination et violence externe et de la santé mentale. Et voilà, donc l'approche de Reverto, elle permet de rendre visible toutes ces situations souvent tues et tout en créant un cadre favorable pour ouvrir la parole et donner des repères aux actions et aux collectifs. Eh bien, merci pour ta présence ce midi. Julien, donc je te présente, toi tu es un gars de l'informatique, un ingénieur, un technicien des réseaux. Depuis 25 ans, tu roules ta bosse dans les méandres des réseaux télécoms, Internet et cloud. Et depuis 2019, tu es élu titulaire CSE et CSE central d'Orange Business Service. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est la branche d'Orange qui s'occupe des clients professionnels en France. Vous êtes un peu plus de 8000 salariés. Et Julien, petite question personnelle avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est ton deuxième mandat. Pourquoi tu as passé le pas de devenir élu CSE et est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais? Alors oui, ça correspond à ce que j'imaginais, même si clairement je n'imaginais pas tout. Mais ce qui m'a fait franchir le pas, c'était l'envie de défendre des valeurs. Et donc parmi ces valeurs, il y avait aussi aider mes collègues, ou surtout aider mes collègues. Et la solution Reverto, il contribue en faisant beaucoup de prévention. Et alors, pourquoi tu as passé le pas de devenir élu CSE? Et pour défendre les salariés, pour défendre mes collègues, hein, c'était principalement ce cas-là, parce que dans toutes les grosses sociétés, il y a beaucoup de réorganisation. C'était vraiment défendre mes camarades qui m'a valu ça. Ok, bon, merci, merci encore. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet et puis on va revenir ensuite sur Orange Business Service et le CSE, toi, ton rôle. On va commencer ce webinaire avec le rôle du CSE dans la prévention sur les sujets de santé mentale, de risques psychosociaux, de bien-être au travail. Moi, pour préparer ce webinaire, je suis allé faire un tour sur le site de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents au travail. Et ce que je trouve, parmi les missions du CSE, c'est la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, notamment sur les sujets de harcèlement ou discrimination, et de mettre en place toute initiative pour prévenir le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes. Donc, il y a des missions du CSE. Et pourtant, j'ai l'impression, au-delà du juridique, voilà, qu'aujourd'hui, il y a un débat sur le rôle du CSE. Moi, j'échange régulièrement avec des élus et j'en ai pas mal qui me disent « mais c'est pas mon rôle de faire de la prévention, c'est celui du RH ». Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Alors, je suis d'accord sur la théorie que c'est au RH ou au préventeur dans les grands groupes de faire ce rôle-là. Mais pour moi, ça reste une erreur de laisser ce vide au RH. Parce que ce vide, puisque souvent les RH ou les préventeurs n'ont pas assez de moyens pour faire ça, ça permet au CSE de pouvoir montrer un autre aspect de ce qui permet de faire pour les salariés.
Et ça permet de le faire connaître, parce que souvent le CSE c'est un gros machin, comme il y en a plein de gros machins en France, hein. Et du coup, ça permet de créer la proximité avec les salariés sous un autre type. Et donc, la prévention, c'est aussi une prérogative de la CSSCT. Et donc, c'est aussi un moyen de faire vivre cette commission. Et à travers les différents modules qu'il y a, ça peut aussi faire vivre la commission de diversité pour le handicap, par exemple. Mais ça permet de montrer aux salariés que le CSE prend soin d'eux, si j'ose dire ça comme ça. Et cette prévention, ça permet aussi de créer un cadre et un lien de confiance avec les salariés. Et en même temps, ça permet aussi au CSE d'être plus efficace, parce qu'en allant vers les salariés, ça permet aussi d'avoir plus de remontées terrain et donc de mieux pouvoir les défendre en CSE ou en commission. Voilà. Oui, parce qu'il y a un rôle de vigie du CSE. Il y a un devoir d'alerte, mais pour ça, il faut être au contact du terrain, il faut savoir ce qui se passe. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est de jouer un rôle actif, d'être au contact du terrain. On peut bien jouer ce rôle de vigie. Exactement. Et aussi, alors, il y a... parce que par exemple, sur la question spécifiquement du harcèlement moral et sexuel, il y a un référent sur le harcèlement sexuel et agissement sexiste, par exemple, il y a un référent côté RH, il y a un référent côté CSE. Exactement. Côté CSE et même côté CSEC dans les grandes organisations. Donc, si on résume, finalement, le CSE, il est là pour capter les signaux faibles, pour faire remonter les sujets et pour créer des espaces de dialogue. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Peut-être maintenant, on peut passer à ta présentation et notamment de la structure dans laquelle tu évolues, Julien. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le CSE d'Orange Business Service et toi, ton rôle au sein du CSE? Donc le CSE Orange Business Service, c'est à peu près 6500 salariés, répartis partout en France, sur on va dire, plus de 50 sites. On est à 31 élus, plus 31 suppléants. Moi, je suis dans plusieurs commissions, puisque je suis dans la commission des marchés, dans la commission logement, par exemple, et je suis aussi au niveau du CSEC, donc là, on regroupe Innovacom et Orange Cyberdéfense, 1500 salariés, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et là, je suis à la CSSCT centrale, et je suis aussi référent harcèlement et agissement sexiste au niveau de l'UES. Alors, nous, on a de la chance, on a une UES qui est plutôt bienveillante, puisqu'on a droit à 2 rôles de référent, aussi bien au niveau de l'UES qu'au niveau des établissements. Donc, ça permet de pouvoir adresser ces sujets qui sont assez importants avec plus d'aisance, puisqu'on a choisi, nous, à chaque fois, de mettre un référent homme et un référent femme, de manière à ce que les gens puissent avoir, s'ils ont plus de facilité avec un homme ou avec une femme, de pouvoir en discuter avec un homme ou une femme. Ok. Et merci Julien, et sur les questions de prévention, là ça fait 2 ans et demi que tu utilises les CAS Réverto, mais avant ça, qu'est-ce que vous mettiez en place comme action? Alors, avant, clairement, le CSE, rien. Voilà. Et la direction, c'était souvent à travers un portail qui s'appelle Orange Learning, où il y a tout un tas de formations accessibles, où les salariés pouvaient aller piocher, mais c'était à leur bon vouloir. Il n'y avait pas vraiment de choses qui venaient auto-magiquement à eux pour les sensibiliser sur ces sujets-là, hormis si il y avait eu un signalement et qu'une équipe avait eu quelque chose, et dans ce cas-là, souvent, il y a des sensibilisations qui étaient faites sur ces équipes-là. Ok, donc plus en pompier après coup que...
que de manière systématique avant. Et du coup, donc vous êtes équipé en casque de réalité virtuelle, donc c'était il y a 2 ans et demi. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers ateliers? Voilà, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Les premiers ateliers étaient assez compliqués parce que il fallait faire ça en dehors du temps de travail, puisque c'est le CSE qui avait pris les casques. Et donc, on faisait un buffet où, en fait, on invitait les salariés à venir faire les ateliers, puis après, on débriefer les ateliers avec le buffet sur leur temps de déjeuner, du coup. Donc, ça avait quand même pas mal de contraintes opérationnelles pour un peu tout le monde. Et c'était pas très, très pratique dans les faits. Ceci dit, on a quand même de très bons retours, mais ça nécessitait quand même beaucoup de logistique qui n'était pas forcément très simple à gérer. Puis, lors d'un CSE, on a pu montrer les casques à la direction. Et lors du CSE suivant, ils nous ont signifié qu'ils désiraient participer à ces ateliers en cofinançant les casques, donc à hauteur de 50%, à travers la prévention. Et ce qui nous a permis, nous, après ce moment-là, de pouvoir faire ces ateliers tout au long de la journée sur le temps de travail, puisque ça devient la prévention. Ok, et ça, c'était au bout de combien de temps? À peu près 3-4 mois. Mais okay. J'avoue que les 3-4 mois, les premiers temps étaient quand même assez compliqués parce qu'il fallait gérer, comme je dis, la logistique, il fallait avoir des produits frais. Enfin, bon, ok, donc les 3 premiers mois, il fallait gérer les ateliers de réalité virtuelle et faire traiteur à côté, en dehors du temps de travail, pour essayer d'attraper les personnes. Mais au bout, en fait, vous n'avez eu, si je comprends bien, vous n'avez pas eu accès aux salariés les 3-4 premiers mois sur leur temps de travail. Et au bout de 3-4 mois, en tout cas, ils vous ont donné accès aux salariés sur leur temps de travail. À partir du moment où l'entreprise cofinance les ateliers, ça devient de la prévention pure. Et donc, du coup, c'est du temps de travail normal. Donc, ça permet... C'est un double, pour moi, je trouve que c'est un double bénéfice pour le CSE parce que ça permet d'avoir les remontées salariés, ça permet aux salariés d'avoir un membre du CSE ou plusieurs membres du CSE en face à face. Et donc, ça permet aussi d'avoir des remontées d'infos qui peuvent dépasser l'atelier en lui-même. Mais voilà, et ça permet aussi de personnifier, entre guillemets, le CSE à travers les visages des membres qui sont là pour les salariés. Donc, voilà, je trouve que pour tout le monde, c'est bénéfique. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça fonctionne, les ateliers? Alors, le CSE décide de faire un atelier de tel jour à tel jour sur tel site. Donc, on envoie à tous les salariés de la zone un mailing en stipulant qu'il va y avoir un atelier. Dans le mailing, il y a un lien sur un calendrier, pour ne pas le nommer Doodle, où les gens peuvent s'inscrire sur un créneau, parce qu'on donne des créneaux. Et une fois que c'est fait, on envoie une invitation dans leur calendrier pour bloquer le créneau. Voilà. Et donc après, le jour J, quand ils arrivent, on vérifie que les gens sont là, ou on les contacte par messagerie pour savoir s'ils ont oublié que c'était en présentiel. Parce qu'on a quand même eu des gens, des fois, qui nous ont fait le style « Ah, mais c'était pas en distanciel ». Non, c'est avec des casques virtuels, donc c'est en présentiel. Et une fois qu'ils sont là, on fait un petit speech, on leur explique pourquoi le CSE a décidé de faire ces ateliers, avec les contre-indications de la réalité virtuelle. On fait l'atelier et après on fait un petit débrief avec quelques bricoles à grignoter quand même, avec un peu des bonbons, des choses, ou de la boisson pour débriefer un petit peu. Et on enchaîne sur l'atelier suivant. Donc tu fais toujours un peu traiteur. Toujours un peu traiteur. Le CSE, il est quand même là aussi pour en jouer la vie des salariés. Donc, le traiteur fait toujours un peu partie. Mais là, c'est des choses qui se conservent. Il n'y a pas de frais. Ok. Et il dure combien de temps, les ateliers? Alors, grosso modo, l'atelier en lui-même, avec la présentation et les contre-indications, ça dure 25 minutes, vraiment grand max.
Et nous, grosso modo, on book 45 minutes dans les agendas des salariés. Mais si au bout d'une demi-heure, ils veulent partir, c'est-à-dire juste le temps de sensibilisation, ils ne sont pas obligés de faire le débrief. Ok. Et généralement, après, on leur envoie, quelques mois après, on leur envoie un petit mail en les remerciant d'avoir participé, avec des liens sur le handicap ou sur les agissements sexistes, enfin peu importe, ou sur le harcèlement moral. Et du coup, quel est l'intérêt de la réalité virtuelle? Par exemple, on prend l'exemple parce que vous avez fait différents sujets, donc ça fait plus de 2 ans et demi aujourd'hui que vous avez une valise de casque, qu'en autonomie, vous allez animer des ateliers, vous en avez animé sur les sujets du sexisme, vous en avez animé sur les sujets du harcèlement moral. Aujourd'hui, je sais que tu en animes beaucoup sur le sujet du handicap. Par exemple, concrètement, voilà, sur le handicap, qu'est-ce qui se passe dans le casque? Qu'est-ce qui se passe après le casque? Quel est l'intérêt de ces ateliers? Alors effectivement, on a fait tous les thèmes, même si on continue de faire de manière récurrente quand même harcèlement sexuel et agissement sexiste. Hein, celui-là, on le fait quand même, on continue à le faire tout le temps. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que on voit que les salariés, ils attendent ça. Moi, j'ai des salariés qui ont fait les 3 sessions, hein, entre guillemets, chaque année qui en ont fait un, et qui nous demandent à chaque fois, qui ont fait le handicap là, et qui nous demandent le suivant. On ne sait pas encore ce que ça sera, mais ça sera le suivant. Pourquoi là, on a décidé de faire le handicap? C'est parce qu'on a eu un nouvel accord sur le handicap, et donc du coup, le CSE s'est dit que ce serait aussi un bon moyen aux salariés de pouvoir leur indiquer potentiellement les nouveautés qu'il y a dans cet accord handicap. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce thème-là. Et en fait, on s'aperçoit que ça sert vraiment parce que typiquement, je vais dire à peu près 10% des salariés que j'ai vus, soit ont un handicap qui n'était pas déclaré, soit réfléchissent à se déclarer leur handicap auprès de l'employeur. Donc ça a aussi une portée pédagogique sur certaines choses que les salariés ne savent pas, parce que quand on dit qu'on est porteur de handicap, souvent les gens ils ne savent pas vraiment ce que c'est le handicap, et comme là c'est les handicaps invisibles, c'est très intéressant parce que ça permet de faire comprendre aux salariés que potentiellement ils ont un handicap et qu'en fait ils ne savent même pas. Ok, donc tu dis, ouais, c'est énorme, tu as des discussions avec potentiellement avec une personne sur 10 sur des situations de handicap qu'ils peuvent avoir au travail, mais qui ne sont pas déclarées, enfin, tu rentres dans cette intimité-là. Oui, parce qu'en fait, souvent, les gens, quand ils reçoivent le mail qu'on envoie en disant qu'on va faire l'atelier sur le handicap invisible, par exemple sur le handicap invisible, mais ça pourrait être pareil sur le harcèlement moral, souvent, en fait, quand ils lisent le titre du mail, indirectement, ça fait un peu titre dans leur tête, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi, c'est un peu subliminal, on va dire. Et du coup, potentiellement, ils s'inscrivent. Et effectivement, moi, j'ai été assez surpris, à titre personnel, hein, quand je prends un peu de recul, sur le nombre de salariés qui, quand ils sont arrivés là, soit parce que le sujet les intéressait, soit ils ne savaient pas trop pourquoi, certains. Hein, ouais. Mais ça les intéressait de venir voir quelqu'un du CSE, donc c'est vrai. Hein. Et quand ils sont sortis de là, clairement, on voit que ça les questionnait, et certains m'ont dit clairement que, oui, du coup, ils allaient faire les démarches parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en situation de handicap. Ok, chouette. Donc pour outiller les salariés, en tout cas sur leurs droits, sur ce qui existe, sur les différents dispositifs, etc., non seulement ça permet d'ouvrir des conversations, et ça se fait en groupe, donc toi c'est en groupe de 6 personnes, et derrière, en enlevant le casque, ils échangent ensemble, parce que toi tu discutes avec eux, mais il y a des échanges aussi. Tout à fait, parce qu'en fait, après, ça dépend de la personne qui fait les animations, mais alors déjà, vous fournissez des petites fiches qui sont super sympas, non mais voilà, et qui permet d'avoir un support aux salariés, par exemple, quand ils repartent, potentiellement, mais qui permet aussi d'avoir des fois, parce que des fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui, pour autant, ont apprécié, hein, qui ont trouvé ça très instructif, mais en fait, qui sont pas... qui n'ont pas de répondant pour réagir aux questions ou pour échanger. Et donc, du coup, c'est vrai que les supports fournis permettent d'avoir des questions un peu toutes faites, parce que des fois, c'est un peu déstabilisant d'avoir des personnes qui, en fait, répondent juste par oui ou par non. Ça peut être un peu surprenant par moment.
Et donc, du coup, ça permet de rebondir sur des sujets. C'est quand même assez intéressant. Après, nous, à force, on a pris l'habitude de questionner, par exemple, sur le taux par exemple, sur le handicap, le taux d'emploi dans l'entreprise. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur qu'est-ce que permet l'accord ou des choses comme ça. Donc, ça permet aussi de faire réagir les salariés. Mais c'est vrai que quand on commence, par exemple, moi je me remets au tout début quand on a commencé, par moment, bah, ça déstabilisait même des gens un peu aguerris parce que bah, le fait d'avoir aucune réponse en face, bah, des fois c'est quand même très déstabilisant. Ok. Alors, si on revient, tout à l'heure, tu me disais, au niveau des RH, donc les 3 premiers mois, vous étiez à l'entrée de la cantine avec un traiteur pour essayer, ou sur les temps de pause, pour essayer de les attirer. Et ensuite, les RH ont dit, ben, on participe et on vous donne du temps pour le faire. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? Et on leur a fait faire les casques, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on leur a fait visualiser ce qui se passait dans le casque, ils ont compris, eux, l'intérêt qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les RH, elles ont plein de missions. Et souvent, la prévention, c'est la dernière des missions. Et donc, en fait, pour eux, c'est un peu tout bénef à dire, ben, on laisse ça au CSE. Comme ça, nous, bah, ça nous fait gagner du temps. Et entre guillemets, ça occupe le CSE, si j'ose dire. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Hein. Ok, ça nous consomme du temps, mais c'est du temps qui est utile parce que ça permet de mieux s'enraciner auprès du terrain, ça permet d'avoir plus de remontées, tout en faisant de la prévention, qui est quand même quelque chose de quand même important au vu des sujets qu'il y a dans l'entreprise entre le harcèlement moral, sexuel ou le handicap ou plein d'autres comme le sexisme, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même des choses qui sont quand même intéressantes à s'approprier. Ok. Eh bien, merci, Julien. En tout cas, voilà, si on reprend la structure type des ateliers qui peuvent durer 45 minutes, 1 heure. Donc, on accueille le groupe, on fait l'expérience en réalité virtuelle qui dure 15 minutes, puis il y a un débrief ensemble sur le vécu de chacun. Et à l'issue de ce temps de débrief et d'échange ensemble où on met le sujet du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du handicap. On a des solutions sur le racisme au travail, par exemple. Donc on va échanger sur les vécus. Ensuite, on revient sur les dispositifs qui existent. Maintenant, est-ce que vous connaissez vos droits? Est-ce que vous savez vers qui vous tournez? Et notamment, comme dispositif, il y a le CSE. Tout à fait. C'est vraiment l'axe c'est vraiment comme ça que ça se déroule. Et c'est très apprécié par les salariés parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des salariés qui ont fait la première, qui ont fait la seconde, qui ont fait la troisième et qui, à la fin de la troisième, ont déjà demandé qu'est-ce qu'on pensait qu'on revenait pour faire une autre session. Donc, c'est un peu devenu un marronnier pour certains salariés et c'est vraiment très apprécié. Puisque souvent, sur certains gros sites, la première journée de session, c'est quasiment pris d'assaut parce que, en fait, j'allais dire des abonnés presque ou des fans qui reviennent. C'est assez sympa. Bon, c'est chouette. Et après 3 ans, donc là, c'est la 3e année, vous utilisez en autonomie aujourd'hui ces casques. On faisait le décompte, c'est quasiment 2000 salariés que vous avez sensibilisés sur ces différents sujets. Au bout de 3 ans d'atelier, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui a changé? Je suis quand même beaucoup plus à l'aise, moi, pour les animer. Donc, ça, c'est avec le temps que ça aide. Qu'est-ce qui a changé? Clairement, moi, j'étais un peu sceptique au début. Hein, quand on a décidé de prendre les casques, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Donc déjà, moi, là-dessus, je suis plutôt devenu un promoteur que, d'ailleurs, pour être là, je pense que ça le montre. Mais qu'est-ce qui a changé? Enfin, clairement, ce qui a changé, c'est aussi la vision des salariés du CSE, enfin, du moins sur ceux qui ont fait les ateliers. Et même des fois, quand on repasse en tant qu'élu
ou certains délégués syndicaux qui repassent après les ateliers, on s'aperçoit quand on interroge sur ces thèmes-là, on s'aperçoit quand même que même les gens qui n'étaient pas en atelier, ça a quand même un effet de tâche sur eux, entre guillemets. Ça déborde même sur les gens qui n'étaient pas en atelier. Et donc, l'information circule parce qu'après, en pause, les gens en parlent. Et donc, c'est quand même toujours bénéfique. D'accord, donc ça va créer des discussions. Il y a des discussions pendant l'atelier dans le groupe, et tu fais passer des groupes de 6 comme ça à la suite, et les discussions continuent ensuite au sein du collectif. Pendant plusieurs jours, oui, voire plusieurs semaines. Oui. Ok. Et au niveau, par exemple, sur la question du harcèlement, au niveau des... donc, on peut venir vous voir pour des signalements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là-dessus? Ce qui a changé, oui, ce qui a changé, c'est que jusqu'à présent, c'était principalement une boîte mail où il fallait faire les déclarations. Et c'était souvent comme ça que c'était fait, alors que maintenant, du fait d'avoir fait beaucoup d'ateliers, que les gens savent que le CSE est là aussi pour ça, souvent, avant de faire les déclarations, ils nous contactent. Ce qui est quand même mieux, parce que ça nous permet de les accompagner lors des entretiens avec la direction. Chose qu'avant, même si la direction l'indiquait, c'était rarement le cas. Ok. Donc, et une nouvelle dynamique. Quand même. Donc, ils viennent plus tôt vers toi. Oui. Ils viennent plus tôt, mais même plus tôt, c'est-à-dire que souvent, en fait, quand les signalements étaient faits, c'était vraiment presque parce que l'irréparable était déjà là. Et alors que, c'est-à-dire que je prends un exemple, autrefois, quand on détricotait les situations, clairement, on s'apercevait que ça avait mis au moins 2-3 ans pour arriver à la situation et que ça avait été crescendo. Là, aujourd'hui, quand on vient nous contacter, on est plutôt à 6 mois, 8 mois, 1 an de début de la situation, ce qui permet de venir beaucoup plus en amont et d'éviter que des choses bien plus graves arrivent. D'accord, donc ça veut dire qu'ils viennent te voir, oui, beaucoup plus tôt, et donc vous pouvez remplir votre rôle de vigie finalement beaucoup plus efficacement. Exactement, là on intervient plus en rôle de médiateur, aussi bien entre les salariés qui ont le problème qu'avec la direction pour les aider à régler le problème. Ok, trop chouette. Et ce n'est pas le cas avant, on était plutôt en mode pompier qu'en mode prévention. Je me permets de partager aussi alors, je ne sais pas à quel point tu les utilises, mais donc dans les casques, les personnes vont répondre à des questions, à des quiz, et on va leur demander notamment est-ce que vous êtes témoin, est-ce que vous êtes la cible de situations. Donc là, par exemple, c'est un extrait sur les situations d'agissement sexiste. Ça, tu l'utilises? Alors, je l'utilise, oui, mais plus dans la prévention. Alors, je l'utilise aussi pour donner des chiffres, des fois en débrief. Mais par contre, là où j'utilise beaucoup, c'est avec la direction, ce qui permet justement d'avoir obtenu aussi après tout ça, et qui continue à cofinancer. C'est-à-dire qu'ils auraient pu décider la première année, ils cofinançaient, puis après arrêter. Non, ils continuent parce que justement, on fait aussi chaque année en CSE, au moment où on décide de renouveler le partenariat, où on diffuse les chiffres, ça permet aussi à la direction de voir qu'on a on ne prend pas les casques pour prendre les casques, on prend les casques pour faire vivre les ateliers, pour aller voir les salariés, pour sensibiliser. Le but, il est là. Et c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement parce que ça fait vivre les valeurs pour lesquelles je me suis engagé. Super, merci. Donc, on arrive à la conclusion. On va bientôt passer aux questions-réponses avec les internautes. Merci Julien, merci 1000 fois pour ton témoignage précieux. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est 4 enseignements. Le CSE peut passer de l'écoute, juste écouter à l'action. Il peut avoir une place pour ça. Parler de sujets sensibles, ça nécessite quand même un cadre.
pour pouvoir le faire. L'immersion avec les casques et ensuite en petit groupe, bah, ça permet de déclencher cette prise de conscience, puis les échanges. Et donc, un dispositif CSE qui est bien structuré peut être soutenu par les RH. Exactement. Toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non. Bon, moi, je voudrais profiter de ce moment avant les questions pour partager une conviction. C'est qu'aujourd'hui, les RH, ils souffrent de plus en plus de manque de moyens, de temps, de ressources. Et il y a une dynamique aujourd'hui qui est malheureusement pas favorable aux investissements dans les ressources humaines. Et en même temps, il y a des sujets de plus en plus complexes à traiter. Donc, on va parler des risques psychosociaux, des burn-out, des tensions managériales, des discriminations, des violences sexistes et sexuelles, la santé mentale, le handicap. Et aujourd'hui, on a l'IA qui arrive avec les transformations au travail, qui va modifier des métiers, qui va complètement réorganiser des équipes, qui va créer des peurs, des résistances. Et donc, il y a un sujet de santé au travail, il y a un sujet de dialogue social qu'il faut défendre. Et je suis profondément convaincu que les CSE, ils ont un rôle majeur à jouer pour mettre l'humain au centre des décisions, pour remettre le sujet du bien-être au travail en haut de la pile, pour outiller tous les salariés sur comment est-ce qu'on réagit aux situations problématiques, vers qui on peut se tourner, pour faire remonter les signaux faibles et pour faire vivre ce dialogue social. Donc, il y a un rôle à jouer et ce rôle, il peut être aux côtés des RH, parce que ce qui compte au fond, ce n'est pas les intérêts des uns et des autres, ce que tu disais, Julien, voilà, ce qui compte, c'est de préserver la santé des salariés, la santé du collectif, et parce que de toute façon, quand un collectif s'effondre, tout le monde est perdant. Exactement. Non, c'est exactement ça. C'est vraiment, en fait, on devient presque une pierre angulaire dans cette histoire-là. C'est-à-dire que effectivement, il y a la défaillance entre guillemets des RH du fait de manque de moyens ou peu de nombre, encore plus dans les métiers du numérique. Quand on a une RH pour 200 salariés, ça ne fait pas beaucoup. Et du coup, l'intérêt que le CSE a, peut-être à travers la CSSCT, mais en tant que CSE en tout, ça permet d'adresser tout un tas de sujets connexes auprès des salariés. Et donc, ça, comme je disais, ça permet aussi de démystifier le gros machin qui est le CSE auprès des salariés. Non, mais c'est vrai, quand on discute, quand on va vers les salariés, qu'on discute, en fait, le CSE, souvent pour eux, c'est l'échec vacances ou le remboursement des hôtels, des avions, de quoi que ce soit, peu importe, toutes ces choses-là. Et le reste, ils le voient pas ou pas trop ou très très peu. Et donc, le fait de venir avec d'autres thèmes auprès d'eux, ça permet de démystifier ce gros machin. Merci Julien. On va passer aux questions-réponses. Alors, on a une première question. Mesurez-vous les impacts de ce déploiement dans le suivi CSSCT en commission de proximité au service de santé? Je n'ai pas très bien entendu la question. Ah, tu veux que je la reformule? Alors, attends, hop, je vais te la lire. Moi, ça résonnait aussi dans le chat. Alors, avez-vous mesuré, est-ce que tu as mesuré les impacts de ce déploiement dans le suivi CSSCT ou commission de proximité ou service de santé? Alors, on a essayé effectivement de suivre ça à travers la CSSCT ou la diversité pour le handicap. Ça reste très compliqué parce que comme je disais, on est quand même. Alors là, on était sur le CSE, OBS, mais donc c'est 6500 salariés. On a quand même fait à peu près 2000 formations sur 3 ans. Mais le problème, c'est que il y a quand même du turnover dans l'entreprise. Et donc, du coup, c'est assez compliqué à mesurer. Ce qu'on remarque quand même, c'est que quand on passe sur un site,
lors des débriefings, on a quand même pas mal de remontées qui nous permettent derrière, après, d'aiguiller la CSSCT sur des choses qu'elle doit prendre en compte sur ce site. Par exemple, on a eu des problèmes sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On a eu des problèmes aussi, par exemple, de climatisation qui nous sont remontés et ainsi de suite. Et donc, alors, je ne sais pas vraiment si comment on peut... Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça la réponse qui était attendue, ou du moins à peu près, mais ça permet quand même d'aiguiller la CSSCT pour pouvoir mettre des actions auprès de la direction. Ok, merci Julien. Deuxième question, est-ce que la prise en main des casques a été compliquée? Non, c'est sûr que ça ne s'invente pas la première fois. Il faut quand même avoir, entre guillemets, été sensibilisé par quelqu'un ou montrer les manipulations. Mais ça reste très simple. Ça peut même se faire sans la manette, hein, potentiellement. Donc, c'est quand même assez facile à prendre en main. Ce qu'il y a juste, c'est à bien rappeler les contre-indications de la réalité virtuelle en général. Même si dans le cas présent, on a quand même des personnes qui nous ont voulu les faire malgré qu'on leur a expliqué les contre-indications. Et ça s'est toujours très bien passé. Ok. Je vois une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir la parole lors d'ateliers quand on n'est pas expert ni psychologue? Enfin, je ne crois pas que sur ces sujets-là... C'est effectivement très compliqué. Alors déjà, je pense qu'il faut déjà avoir une petite sensibilité sur ces sujets-là. Alors après, moi, je suis référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, donc j'ai suivi des formations aussi pour accueillir la parole et sur ce qu'il faut dire ou pas dire, par exemple. Donc ça aide. Mais j'ai en tête 2 expériences, par exemple, sur le thème du handicap, un sur le handicap, un sur le humour sexisme et drague qu'on avait fait, où les personnes, elles sont ressorties franchement très déstabilisées, parce qu'il y en a une, ça a fait remonter une expérience qu'elle avait occultée sur une agression. Donc c'était pendant plus de 3 heures après, il a fallu faire un soutien psychologique à la personne. Donc là, c'est bien d'être accompagné quand on fait les ateliers, parce que sinon, on ne peut plus assurer les ateliers suivants. Et pareil sur le handicap, où une personne, c'était la première fois qu'elle osait parler de son handicap à quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Et donc, effectivement, ça peut être quand même compliqué à gérer si on n'est pas un minimum solide pour recevoir ce débordement d'émotions. Ok, et tu as des formations qui sont prévues pour préparer au débat après la présentation des films? Malheureusement, non. Enfin, moi, j'utilise toujours les supports qui sont fournis pour voir déjà à peu près ce qui peut en ressortir. Je fais les ateliers, je fais l'atelier moi-même et j'essaie de me documenter à côté. J'ai fait des formations, par exemple, avec le CSE sur le PSSM, donc le premier soin en santé mentale, par exemple. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire à travers le CEFS, donc le congé formation pour les élus. Et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir la fibre un peu au fond de soi pour la développer et la faire évoluer. Okay. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas un minimum cette fibre, qui serait lâché comme ça pourrait être un peu compliqué. Il faut faire prévenir. Parce que des fois, on peut avoir des remontées. C'est rare, hein, mais quand ça arrive, il faut être armé. Ouais, et c'est pour ça qu'on a nous un peu, parce que ça fait 2 ans et demi aujourd'hui qu'on travaille ensemble et qu'on a renforcé nous ce côté formation justement pour outiller à comment animer les ateliers, comment réagir aux différentes prises de parole, parce qu'il faut pouvoir accueillir la parole et le faire sans être un expert. Nous, on n'est pas des experts de ces sujets. Et justement, Julien, voilà, c'est l'occasion, si tu veux faire une mise à jour avec Reverto. Aujourd'hui, nous, on a renforcé, en tout cas, ce côté-là
formation, autonomie, pour pouvoir être vraiment outillé au maximum de comment est-ce qu'on réagit quand les gens sortent du casque et vont ensuite échanger, notamment sur des sujets qui peuvent être compliqués à aborder, comme les violences sexistes et sexuelles ou des situations de harcèlement moral. Voilà, il n'y a pas à remplacer, je tiens à rassurer, on ne devient pas médecin, on ne va pas remplacer la médecine du travail, on n'a pas à être psychologue. L'idée, c'est de pouvoir accueillir, c'est pas de les remplacer, c'est de pouvoir ensuite orienter vers ces personnes. Et donc nous, on va donner ces outils sur comment est-ce qu'on accueille la parole et comment très vite on va se mettre en posture de dire « Ok, maintenant, s'il y a besoin de quelque chose, je vais t'orienter. » Écoute, j'en prends note et j'en ferai part au CSE pour voir comment on ferait évoluer ce sujet-là. Mais voilà, c'est important. En tout cas, on n'a pas à être psychologue et on n'a pas ce qu'on disait, comment est-ce qu'on fait ça sans se substituer au RH ou à la médecine du travail. Voilà, c'est en complément. Et c'est là aussi pour outiller et pour orienter et non pour remplacer. Je crois qu'il y a... En médiation, on a déjà beaucoup de rôles, donc on ne va pas devenir psychologue en plus. Voilà. Et oui, c'est un métier à part et ils sont là, donc on va pas les remplacer. Ce qui est important, c'est que vraiment chaque salarié soit capable d'identifier les situations problématiques et ensuite savoir comment réagir, savoir vers qui se tourner. Et oui, il y a des fois, c'est pas évident de se retrouver face à ces situations, mais vaut mieux s'y retrouver lors d'ateliers ou dans un cadre qui est sécurisé plutôt que ça explose en plein vol, comme tu disais, après 3 ans de pourrissement. Ça c'est vraiment le pire du pire. C'est la fin de ce live. Merci beaucoup, Julien. Merci pour vos questions. Merci pour ton témoignage. Bon courage pour tout. Bonne journée, au plaisir et à bientôt. Bonne journée à vous tous et merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Merci beaucoup pour ton témoignage. Au revoir, bonne journée. Pour ma part, je ne suis jamais ennuyé de passer quelques temps avec une charmante personne. Elle est vraiment bien cette petite. Fais gaffe, tu vas te faire attaquer pour harcèlement. Comme ça, tu pourras me montrer tes talents de cuisinière. Ah non, c'est machine à café là, hein. Ça nous évite de demander aux petites stagiaires de le faire. Tu fais la cuisine aussi? Oh, c'est une affaire de bonhomme. C'est très bien, c'est fermé, Julie. Si tu veux devenir manager rapidement, on pourrait peut-être en discuter en tête à tête. T'as pas toutes les compétences pour traiter le sujet, point barre.